La situation de polyhandicap est faite d'une triple vulnérabilité, au sens où elle est physique, où elle est psychologique et où elle est éthique. La vulnérabilité physique, c'est un handicap dangereux, c'est-à-dire qui peut, dans un certain nombre de cas, par la gravité des atteintes qu'il produit, menacer la vie même du sujet. C'est donc un point extrêmement important. La vulnérabilité psychique et psychologique, le mot dit bien ce qu'il veut dire, au sens où ce qui est menacé, là ce n'est pas la vie même du sujet en termes de vie ou de mort, c'est la vie psychologique du sujet, et c'est plutôt le cas des syndromes de Rett, où il y a pu y avoir un développement avant l'expression du handicap, et on voit, malheureusement, tout le monde le sait, que sitôt que cette expression a commencé, on assiste à une machine arrière, à une régression des acquis psychologiques de toutes sortes. Donc ça, c'est la vulnérabilité psychologique, hein. Soit une entrave très grande au développement, soit une menace très importante sur ce qui a été développé et qui tente à disparaître. Et puis il y a la vulnérabilité éthique, qui est tout à fait encore autre chose, au sens où, jusqu'à maintenant, dans l'énoncé de cette vulnérabilité, il n'a pas été question du moindre doute quant à l'humanité de ces personnes. Hein, je viens d'en parler comme on parle habituellement des personnes handicapées, des accidentés de la route, qui sont menacés dans leur vie parfois du fait de la conséquence de l'accident, qui sont parfois atteints dans leur capacité psychique, l'atteinte cérébrale, et il y a une perte de certaines capacités. Bon, mais voilà. Donc, finalement, jusque-là, le polyhandicap est certes grave, plus grave que les handicaps ordinaires, mais bon, il est un peu comme les autres. Mais après, il y a ce troisième degré de la vulnérabilité, qui est une vulnérabilité éthique, qu'en termes savants, on appelle onto-éthique, au sens où c'est l'ontologie de l'être qui est en cause, c'est-à-dire vraiment l'être en soi, quoi. Et cette vulnérabilité, elle est tout à fait réelle et elle est tout à fait au cœur de nos pratiques de professionnels et surtout au cœur de l'expérience de certains parents qui peuvent être confrontés à des doutes de la part d'étrangers. D'étrangers, ça peut être le voisin de palier, ça peut être le professeur qui vous reçoit en consultation, et des doutes qui concernent finalement quoi? Ils portent sur une chose quand même que nos doutes atteignent rarement, c'est l'humanité de l'être qu'on a en face de soi, quoi. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, je dis d'entre nous parce qu'il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui doutent, il faut les aider mais ne pas jeter la pierre. Pour certains d'entre nous, l'humanité de certaines personnes polyhandicapées, à un certain stade de leur existence, cette humanité pose problème. On ne sait plus, certains ne savent plus si cette humanité est vraiment pleine et entière. On doute, on se met à douter, quoi. On doute parce que on est habitué, parce que cela est suffisamment efficace dans la vie normale,
cela est suffisamment efficient, je voulais dire. On est habitué finalement à raccrocher l'idée d'humanité à une certaine idée de performance. Hein? C'est ce qu'on nous rabâche un peu les oreilles à l'école. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'être humain? Ben, c'est être ceci, c'est être cela, c'est pensant, citoyen, ce qu'on voudra, quoi. C'est pouvoir être capable d'être ou de faire quelque chose. Performance. Il arrive que certains d'entre nous perdent pratiquement toute capacité de performance. Ça n'arrive pas que dans le polyhandicap au sens propre, hein. Ça arrive dans les cas de coma dépassé, on en parle parfois. Hein. C'est-à-dire ce sont des êtres humains dont l'humanité n'a jamais fait problème, jusqu'au jour où, après un accident, ils se sont retrouvés dans un état dit végétatif, ce qui est quand même tout dire pour un être humain, parce que le rapport entre le végétal et l'humain n'est pas tout à fait évident quand même. Et alors, état qui fait que celui qui les approche perd ses repères. Et cette perte de repères, c'est une particularité essentielle de ce qu'on appelle les situations extrêmes. La situation extrême, c'est une situation de perte de repères. En l'occurrence, c'est la situation de perte de repères de celui qui rencontre un être extraordinaire, particulier, qui ne lui offre plus de quoi s'accrocher, de quoi accrocher son esprit pour déclarer que cet être est un être humain comme lui. On manque de repères. Alors, cette situation extrême, on comprend qu'elle ne soit pas sans poser problème. D'abord, évidemment, l'énoncé de ces choses-là, quand l'énoncé est brutal, et ça arrive malheureusement, je fais allusion à la fameuse déclaration qui a pu nous être rapportée par un certain nombre de familles, entendues lors de certaines consultations. Madame, votre enfant est un légume, refaites-en un autre. On entend ça rarement ailleurs que dans le polyhandicap, quoi. Rarement. Donc, cette situation extrême, elle est comme ça, reçue brutalement par des parents qui en souffrent et qui portent souvent la marque toute leur vie de ce qui a pu être dit à ce moment-là, quoi. C'est important à considérer parce que chez certains parents, pas tous loin de là, mais chez certains parents, ce sont des paroles qui peuvent figer complètement toute énergie éducative. Mais elle est aussi importante à considérer pour les professionnels. Les métiers médicaux, paramédicaux et du médico-social, l'apprentissage de ces métiers ne comporte pas forcément l'apprentissage de l'approche des situations extrêmes. Donc les gens se trouvent comme ça plongés dans ce genre de situation sans avoir forcément les ressources conceptuelles et personnelles pour y faire face. Globalement, ces situations extrêmes ont deux inconvénients majeurs pour les personnes handicapées concernées. Le premier, c'est que quand même, elles comportent un risque d'exclusion de la société des humains. Je fais référence directement à des écrits récemment publiés en particulier par un professeur d'université américaine, d'origine australienne, je crois savoir, qui préconise clairement que lorsqu'un enfant n'a pas atteint un certain niveau de performance après un certain nombre de mois après sa naissance, on pourrait légitimement penser le supprimer. Bon, ce qui quand même, ce sont des choses qui sont écrites, qui sont déclarées, qui sont déclarées en chair. Je veux dire, ce n'est pas du tout un mouvement secret qui voudrait... Non, c'est une pensée qui est en route
et à laquelle il faut répondre. À laquelle il faut répondre, en sachant que la réponse n'est pas aussi facile que ce qui pourrait paraître, dans la mesure où cette pensée s'appuie sur une espèce d'axiome éthique, si l'on veut, qui consiste à déclarer quelque chose qui pourrait rapidement faire un consensus des bien portants, qui est quoi? C'est que finalement, le rôle de la société, ça devrait être quoi, selon cette pensée? Ça devrait être le plus grand bonheur possible du plus grand nombre possible. Eh bien, si tel est le cas, ce penseur a peut-être raison. Si on partage avec lui l'argument selon lequel les moyens déployés au service d'une minorité, d'une infime minorité de personnes très gravement handicapées, ces moyens-là, finalement, pourraient, de manière tout à fait réelle, augmenter le niveau de bonheur du reste de la population. Voilà, situation extrême, c'est finalement pouvoir un jour être déclaré ne pas être digne de bénéficier des avantages liés ordinairement à l'humanité. Et ces avantages, ils ne sont pas mirobolants, je veux dire, ces avantages, c'est le soin, je parle d'un enfant, le soin et l'éducation. Des choses banales, hein. Eh bien, le soin et l'éducation, dans ce cas-là, sont tellement complexes, et demandent de tels moyens qu'on se demande, surtout si on a les yeux fixés sur le résultat, on se demande s'il faut investir autant. Donc ça, c'est le premier risque de la situation extrême, c'est toujours être un risque d'être exclu, quoi. Et je dis souvent exclu parmi les exclus. L'autre risque, je le répète, c'est de sidérer un peu les énergies éducatives, familiales et professionnelles, quoi. Il faut dire que la tâche est rude. Les familles en témoignent tous les jours. Et elle est rude aussi pour les professionnels. Et l'absence, ou en tout cas la quasi-absence de résultats, le fait que ces enfants ne progressent pas beaucoup, que certains régressent, bien sûr, mais que d'autres, en tout cas, même lorsqu'ils progressent, atteignent vite un plafond qu'on n'arrive pas à dépasser, tout cela fait que les énergies éducatives sont difficiles à mettre en œuvre. Il y a donc là un risque qui est majoré par une espèce de philosophie ambiante qui n'est pas propre à notre pays, selon laquelle les moyens à mettre en œuvre, les moyens éducatifs à mettre en œuvre au service de personnes handicapées sont inversement proportionnels à la gravité du handicap. Si on a un petit handicap avec un gros espoir de correction, la société va mettre beaucoup de moyens à notre disposition pour corriger le handicap. Petit handicap, gros moyens. Si j'ai un handicap très fort, avec aucun espoir de correction, bien sûr, et avec très peu d'espoir de socialisation, d'intégration, alors là, les moyens mis en œuvre seront plutôt plus faibles proportionnellement, quoi. Ça ne veut pas dire que je ne reconnaisse pas l'effort fait par notre société en faveur des personnes polyhandicapées, mais je dis que cet effort n'est peut-être pas encore suffisant, parce que la particularité de ces personnes n'a pas été encore assez reconnue, bien que l'on ait déjà reconnu cette particularité. Ce n'est pas encore assez, et en particulier, n'ont pas été assez reconnues leur potentialité de développement et la nature de ce développement particulier que l'on peut aider par des mesures éducatives et sanitaires appropriées, quoi. Il y a donc une particularité là, de nos mentalités qui est certainement à revoir. Il faudrait que nous tentions de penser les choses à l'inverse, c'est-à-dire, finalement, plus une personne est handicapée, au plus nous devons mettre à son service des moyens et puis de la pensée, hein. Il est quand même
un peu choquant de voir comment, dans notre pays, on admet que pour s'occuper de personnes très handicapées, les qualifications professionnelles ne soient pas extraordinaires, alors qu'à l'inverse, pour s'occuper de personnes avec des potentialités de développement plus grands, on met beaucoup plus facilement à leur disposition des niveaux de qualification professionnelle plus élevés. Il y a là, je crois, un problème qu'il faudra, auquel il faut réfléchir, Voilà, peut-être tout ça pour conclure sur le fait que cette situation extrême, parce qu'elle est une situation extrême, nous oblige constamment à repenser nos métiers et à les repenser sur un triple aspect, quoi. Il y a d'abord, bien sûr, l'aspect technique. Beaucoup de progrès ont été faits en matière de polyhandicap sur la connaissance du polyhandicap et donc sur les gestes à accomplir auprès de ces personnes pour améliorer leur qualité de vie. Ensuite, il y a cet aspect relationnel qui mérite d'être pensé, c'est-à-dire finalement notre positionnement interpersonnel par rapport à ces gens, quoi. C'est pas facile d'avoir une position adéquate vis-à-vis de quelqu'un qui présente un handicap extrême. Ce n'est pas facile au plan individuel et ce n'est pas facile au plan collectif, on vient un peu de le dire. Et puis enfin, il y a ce plan éthique, quoi, qui est aujourd'hui, je crois, un enjeu majeur, qui est un enjeu planétaire, hein, qui n'est plus un enjeu comme ça l'a été longtemps, national, quoi, ou régional. Non, c'est maintenant un enjeu planétaire. Il y a une planétarisation des textes législatifs qui tendent à promouvoir une certaine conception de l'action en faveur de ces personnes. Et il y a, je l'ai dit, au plan planétaire, des courants qui ne vont pas forcément dans l'intérêt de ces personnes et qui tendraient même à contester leur existence, quoi.